Je disais que le temps nous était compté. Nous avons 50 minutes. L'idée est que... Ah oui, je me présente déjà, mais je ne ferai que rythmer le temps. Je suis Edith Casson-Toesca, je suis bordelaise. Je pratique la psychanalyse encore un peu, mais je suis en devenir de retraite. Et voilà. Et je suis membre du CNAV et du CNAV Gironde. Voilà. Et au comité de pilotage de ce contre-salon. Voilà, alors moi, ma mission, c'est de donner la parole à ces trois personnes. Alors je précise que Jean-Daniel Raymond, pour des raisons de santé, est absent, que c'est Martine Gruyère qui va prendre sa place, sûrement pas, mais qui va parler. Ensuite, Geneviève Delézy de Parseval et Marie de Henzel vont prendre la parole autour de la question « La vie a-t-elle un âge ?» en le faisant, j'espère, entendre de façon différente les unes et les autres. Voilà. Donc, tu commences ? Alors, Jean-Daniel m'avait dit, je présenterai Hold Up. Ah, bah c'est très bien, ça voilà. Je sais faire. Il y en a qui l'ont entendu hier d'ailleurs, parce que donc hier je suis intervenue à un des grands débats. Donc je suis Martine Gruyère, vice-présidente de Hold Up. Et le président Jean-Daniel Raymond, donc on avait en 3 jours, en plus on était, pour un certain nombre d'entre nous, y compris moi, on a écouté la ministre le vendredi matin, on était dans la salle à l'écouter, Aurore Berger. L'après-midi, on avait le colloque Hold Up qui a été complètement conçu, pensé, rêvé et réalisé par Jean-Daniel Raymond, notre président. C'était un message extrêmement important. Je vais essayer d'en être porteur. Et puis, comme on est partenaire du CNAV depuis le début, vraiment le début du début, quand il a commencé à penser qu'il allait exister, le CNAV, j'ai été copilote de ce contre-salon. Je n'ai pas beaucoup aidé, mais enfin, j'ai fait ce que je pouvais. Et Hold Up est partenaire, l'association Hold Up est partenaire du CNAV. Voilà. Alors, quelques mots sur cette association Hold Up, qui est plus vieille que le CNAV. On a 15 ans. Juste rapidement dire, et je crois que je l'ai dit hier, mais il y a une espèce de filiation qui est aussi historique et que je pense qu'on retrouve tous ici. C'est-à-dire qu'en 1929, il y a les lycées de jeunes filles, à l'époque c'était discriminé. Donc il a été décidé il a été proposé que les profs, que ce soit des profs qui forment les jeunes filles ou qui les informent sur ce que c'était que la sexualité. Voilà le début de l'histoire de Hold Up. Et à ce moment-là, il y a des parents qui ont dit c'est pas possible, c'est pas seulement aux professeurs de faire ça, c'est à nous les parents, on est concernés. Mais on ne sait pas le faire. Donc ils ont créé l'école des parents en 1929 avec l'idée de faire des groupes de parole pour s'entraider, comment en parler, et aussi faire venir des conférenciers. Et puis peut-être certains d'entre vous ont connu la revue L'école des parents. L'école des parents s'est beaucoup développée en France, c'est une revue, puis voilà. Et donc, dans ce mouvement-là, il s'avère que Marie-Françoise Fuchs, celle qui a créé Hold Up, on est encore tout un petit groupe à Hold Up de ces gens. Moi, j'ai dirigé l'école des parents, j'ai été directrice générale d'Île-de-France pendant 12 ans. Voilà, donc ce principe de jamais sans nous, jamais sans nous. Quand il s'agit de nous, quand on est concerné, il faut qu'on y soit. À l'époque, c'était nous les parents. Donc ça s'est beaucoup développé. Et quand on était à l'école des parents, on avait des plateaux téléphoniques, dont un qui s'appelle, je crois qu'il existe encore, Interservice Parents, et on avait pas mal de grands-parents qui nous téléphonaient. Et un des problèmes qui était assez impressionnant,
il disait que quand un couple était en difficulté grave, du type toxico ou autre, le principe des politiques publiques, c'était on ne peut pas confier leurs enfants, les jeunes enfants, aux grands-parents, parce que si le couple est nocif, je caricature, hein, mais si le couple les parents sont nocifs, c'est à cause des grands-parents. Et donc on avait des grands-parents, et je sais que ça continue, hein, complètement coupés de la possibilité de prendre en charge les petits-enfants, parce qu'il y avait cette image. Et donc on a décidé, Marie-Françoise Fuchs, de créer, elle devenait grand-mère, elle a décidé de créer l'école des grands-parents européens, le GPE, qui existe toujours, qui est à Paris et ailleurs, pour les grands-parents, avec cette dimension de droit à assumer nos responsabilités de grands-parents, puis bien d'autres, hein, toujours une ouverture sur qu'est-ce que c'est qu'être grand-parent, comment être grand-parent, Et troisième étape, bon, en l'occurrence la même personne. Pardon ? J'entends pas. Pour l'instant, je vais très vite. Voilà, je termine. Mais simplement, c'est quand même les âges de la vie, c'est-à-dire la troisième étape. Quand on n'est plus grands-parents, quand les petits-enfants s'en vont, on a un creux. Et à ce moment-là, on a créé Hold Up. Hold Up, c'est vieillir debout. C'est Hold Up, avec le même principe, c'est-à-dire d'une part des groupes de parole variés, pour s'autoriser à parler. J'espérais que Mme Gillot le dirait plus ce matin. On s'aperçoit que ce n'est pas si facile de prendre la parole en public en tant que vieux et en tant que porte-parole des vieux pour essayer d'infléchir les politiques qui nous concernent, mais aussi les décisions qu'on prend pour nous à notre place quelquefois. Donc c'est ça, Hold Up, c'est des groupes de parole à des titres divers, et c'est aussi des actions et des recherches-actions. Donc, par exemple, on vient de faire une enquête dont on a les résultats. Quel cadre de vie pour nos vieux jours, et qui va être poursuivi. Donc, ça a été rédigé par des vieux. On a questionné des gens avec nos âges, et ceux qui ont répondu sont des gens qui ont 62 ans et plus. Donc, on fait des actions. On a été en immersion dans des EHPAD pendant 24 heures pour faire des observations, regarder, écouter, questionner, et on a un rapport qui va sortir bientôt. On essaye de contribuer à l'amélioration de nos situations et à être plus entendus. Alors, quelle est la position de Hold Up par rapport à la question « La vie à tel âge » ? Enfin, la position. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Oui, alors, je pense que pour Jean-Daniel Remond, l'idée de fond, c'était le problème de l'humanisme. Il s'inquiète beaucoup de la place de l'humain. Je dis dans mes mots à moi, hein, je ne garantis pas. Il s'inquiète beaucoup de l'humain par rapport à tout ce qui nous menace en ce moment, et en particulier tout ce qui est de l'ordre de la robotique, de l'intelligence artificielle, entre autres. C'est-à-dire qu'il trouve qu'il y a un risque de déshumanisation extrêmement important. Et c'est pour ça qu'il a voulu ce colloque, La vie a-t-elle un âge ? Parce qu'il faut qu'on continue, y compris nous, les plus âgés, à vivre, à exister, à parler, à s'exprimer, et être reconnus comme tels, être reconnus comme des personnes entières. Pas seulement des gens à soigner ou des gens dont il faut s'occuper. Comme vous le savez bien, hein, on est quand même souvent plus traités comme des objets de soins ou des gens très vulnérables, comme des personnes capables de penser. Je l'ai dit, pas à la ministre actuelle, mais au précédent. Je lui ai dit, écoutez, on est une majorité, on peut penser, on peut parler, on peut marcher. On a des handicaps, mais ça nous aide à penser parfois, parce qu'il faut intégrer les difficultés. Mais écoutez-nous, il y a quand même, c'est invraisemblable, quoi. Comme on est peu, même si au ministère ils étaient très gentils avec moi, j'étais la vieille dame de service, mais ça n'empêche que assez vite, bon, d'accord, elle parle. C'est très difficile, donc vraiment j'insiste, et comme ça a été fait tout à l'heure, mais qu'on prenne tous la parole. Alors en ce qui concerne ce colloque que nous avons tenu vendredi, le deuxième choix qui était intéressant de Jean-Daniel Remond, il a demandé à Hold Up qu'il y ait des volontaires, ça va ? Oui, 4 minutes. Ah, il me reste 4 minutes, oh, ben, tant mieux, ça va aller vite. De parler de la personne dans tous ses aspects. Donc il a proposé qu'il y ait des gens qui parlent du corps, d'autres qui parlent des relations, d'autres qui parlent, alors le corps y compris le fonctionnement du cerveau, mais aussi notre corps vieillissant, l'imaginaire, la culture, l'engagement. Voilà, l'expérience. Alors il y a quelque chose qui arrive à Hold Up qui est assez étonnant. Depuis quelques années, un vieux monsieur, nous a proposé de réfléchir à la spiritualité. Et ça, et
pas la religion en tant que telle, la spiritualité, un succès fou. Donc il est passé de 1 à 5 groupes de travail sur soi et sur ces questions qui nous travaillent. Et puis les liens sociaux, et puis l'habitat, voilà. Donc en gros, ça a été ça le colloque qui a eu lieu vendredi. Ça va ? Très bien. Geneviève Delézy. Ah bon, alors là, écoutez. Bon, Geneviève Delézy de Parseval, pardon. Alors, psychanalyste, anthropologue, puisque j'ai été chargée de vous présenter. Vous avez beaucoup de cordes à votre art. Sociologie, droit, linguistique, archéologie, économie politique, j'en passe. Mais vous avez surtout exploré de nombreuses questions autour des différents âges de la vie, tout au long, jusqu'à de l'enfance à la vieillesse. Et votre dernier livre, c'est L'art d'accommoder la vieillesse. Voilà. Et vous nous avez dit que vous nous parleriez. Ah, vous vous souvenez pas de quoi vous deviez nous parler? D'épicurisme. Bon. Ah bon, alors allez-y. Je vous laisse. Bonjour et pardon pour ceux qui m'ont déjà entendu avant-hier, mais je ne vais pas dire la même chose. Oui, en réalité, il faut que je fasse comme ça, là. Vous savez, les psys et le micro, c'est pas tout à fait compatible. Bon, je rebondis sur ce qu'a dit la présentatrice, aimable présentatrice de mon livre, qui m'a fait beaucoup souffrir, parce que finalement, je ne savais pas exactement quoi dire, comment cerner ce sujet. Donc je me suis vraiment... j'ai tourné autour, comme un objet non identifié. Finalement, je suis arrivé à le sortir ce qu'il fallait. Mais quand j'ai terminé, je me suis rendu compte que j'en savais aussi peu qu'au début. Tout ce que j'ai à peu près compris, c'est qu'il y avait des fausses pistes pour définir la vieillesse. La première fausse piste, c'est évident, c'est la courbe de Gauss, la courbe en cloche. On grandit, on descend, et puis à la fin, on meurt. Bon, il n'y a pas grand-chose à commenter là-dessus. Donc j'ai travaillé tout à fait sur un autre sujet qui est plus près de la bouche. J'ai travaillé sur un autre sujet qui était que la vie est une ligne horizontale avec des marches qui montent et qui descendent. Je ne vais pas recommencer puisque j'ai largement développé ça vendredi. Mais tout de même, je me suis servi de ce que j'ai appris au cours de mes nombreuses études, puisque je suis toujours étudiante, et notamment, j'ai un peu connu Claude Lévi-Strauss, qui m'a beaucoup aidé dans plein de domaines, mais surtout dans le sens de ce que c'est que le bricolage. C'est encore pas bien ? Comme ça ? Voilà, au milieu, pas à côté. Ah bon ? Je dis le micro, moi j'aime pas. Bon. Donc j'ai l'impression, j'ai tout de même assisté à quelques... C'est mieux comme ça, merci. J'ai assisté à quelques ateliers très intéressants et je me suis rendu compte que finalement les orateurs et les participants avaient à peu près les mêmes choses à dire. Enfin, ils avaient autant de valeur les uns que les autres. Donc je ne vais pas vous faire un bavardage sur le stoïcisme et sur l'épicurisme qui serait tout à fait... Ça aurait été bien le premier jour, mais pas le dernier jour. Alors, ce qu'a dit Lévi-Strauss, je ne vais pas vous dire la citation, mais elle est très longue, mais elle est extrêmement intéressante. Il explique, que c'est dans la pensée sauvage, que le bricoleur recueille des éléments en vertu du principe que, entre guillemets, ça peut toujours servir. Ça, c'est page 27 dans La pensée sauvage. Et ce dont je me suis beaucoup servi pour mon propre bouquin, mais pour la vie en général. Alors, donc tous ces éléments recueillis, c'est d'abord il y a les éléments qui servent à rien, donc c'est qu'il faut écarter. Donc c'est la vie est une courbe de Gauss et puis on meurt à la fin. Bon, ça n'a aucun intérêt. Il faut aussi se débarrasser
du sens que la vieillesse peut donner, le fait d'avoir des enfants et des petits-enfants, moi je vois pas, j'en ai, mais ça ne donne absolument aucun sens particulier pour définir la vieillesse. J'étais à côté d'un monsieur avant-hier qui a décliné son arbre généalogique, en fait c'était son roman familial, montrant qu'il avait je ne sais pas combien de petits-enfants et même des arrières. Bon, c'était très touchant, mais je vois pas du tout ce que ça, enfin en tout cas je vois pas ce que ça apporte. Donc je garde ce qui peut toujours servir maintenant, suivant Lévi-Strauss. Alors qu'est-ce qui peut toujours servir à mon âge avancé? Eh bien, c'est l'oreille, l'écoute, c'est mon métier, l'aide. Il y a toujours plus vieux que soi ou plus malade que soi. Je me souviens aussi de ce que disait la plaisanterie de Groucho Marx, qui est un vieux, c'est un jeune qui se demande ce qui a bien pu arriver. J'ai relu naturellement Cicéron. Je vois avec plaisir qu'il est dans la librairie. Merci. Bon, en résumé, en creux, je dirais que ce qui est simple d'un point de vue chronologique, un âge donné, il est absolument inexact d'un point de vue psychologique. La psychanalyse montre que la vieillesse est une crise qu'on appelle du développement libidinal dans notre jargon, crise qui fait écho à la crise d'adolescence, à la crise de la mi-vie, enfin beaucoup de crises. Et qu'est-ce que c'est qu'une crise? Ça veut dire que si on en sort, en principe on en sort, quelquefois avec un peu d'aide, il faut réinvestir d'autres chantiers. Dans le désordre, ça peut être la cuisine, l'écoute des autres, le cinéma, un usage intelligent de la télévision, des podcasts, l'histoire de l'art, enfin, etc. Donc vraiment bricoler, et je remarque que tout ce que j'ai entendu dans ces 2 jours et demi, c'était du bricolage. Mais encore une fois, je donne à ce sens un terme très noble, dire je serais incapable de bricoler de mes mains, vous voyez, mais par contre, bricoler avec ce que je glane à droite et à gauche, ça je sais faire, et j'aide éventuellement ceux qui viennent de me demander où en parler, je les aide à bricoler. Et je pense qu'en ce sens, l'âge de la vieillesse n'a absolument pas de sens en soi. Il faut le transformer en crise positive. Je ne sais pas si vous avez des souvenirs de votre crise d'adolescence, qui n'est pas forcément le paradis. Moi, j'ai beaucoup, avec mes patients, travaillé sur la crise de la mi-vie. C'est un concept qui a été théorisé par un Canadien que vous connaissez sûrement pas. Il y a aussi pour les femmes la crise de la ménopause qui a été tout à fait mal comprise. Enfin, il y a des auteurs américains, notamment une femme qui s'appelle Thérèse Benedek, une autre qui s'appelle Greta Bibring, qui ne sont pas traduits en français. Moi, j'ai traduit en anglais un article de Benedek. Enfin, la vieillesse est une chance pour rebattre les cartes à nouveau et traverser cette crise. Sans disant le bout c'est par là. Enfin, le bout il faut se situer sur cette ligne horizontale. Il y a des marches qui montent et qui descendent, qui sont comme dans les vieux escaliers, des marches irrégulières. On descend à l'occasion, par exemple, d'un problème de santé. On remonte, on redescend et voilà. Et donc tout est ouvert. Et je trouve que moi je trouve que la vieillesse est un moment extrêmement intéressant pour peu qu'on veuille s'y intéresser. Et je vois que le succès de ce colloque montre que ça intéresse. Je m'étais dit, il y aura 30 personnes, et en fait, il y avait beaucoup de monde. Je pense que Véronique Fournier doit être très contente du succès de ce colloque. Voilà, mais je passe la parole à une spécialiste. Moi, je ne suis pas une spécialiste, je suis une amateur. Bien. Geneviève vient de nous dire que la vieillesse était une crise. Vous savez qu'en Chine, il y a un mot, un hexagramme qui signifie la crise. Il y a 2 mots, c'est le chaos et la transformation. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est le sens d'une crise. Hier, j'ai parlé du sens de l'âge. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous y étaient ou pas. Je ne voudrais pas trop être dans la répétition de mon propos d'hier. Mais quand même me situer d'où je parle.
je parle je dirais, de 15 ans d'observation de personnes vieillissantes dans deux, je dirais, les retraités, parce que la retraite est une crise par contre, hein, mais pas la vieillesse, je ne pense pas. À la retraite, oui, parce que c'est un passage. Hein. Les retraités d'audience, et je vois quelques-uns qui ont suivi mes séminaires qui sont là, les retraités d'audience, la caisse de retraite du théâtre, du spectacle, de l'audiovisuel, de la presse, il y a 15 ans, qui étaient, à mon avis, visionnaires et surtout pionniers, ont compris que tous ces retraités avaient besoin là d'avoir une autre image du vieillir que cette image qu'on avait dans la société, qu'on continue d'ailleurs à avoir, puisqu'au ministère de la Santé, où j'étais avant-hier, on a bien pointé l'agisme de la société. Nous sommes une société agiste qui rejette les vieux, qui n'aime pas les vieux. Robert Badinter, que j'ai rencontré il y a 2 ans, me l'a dit en partant. Il me dit, vous savez, Marie, en France, on n'aime pas les vieux. Bon, je crois qu'il avait tout à fait raison. Nous sommes dans une société agiste. Donc, comment finalement passer à la retraite, qui est une crise, où on quitte son boulot, il faut organiser une autre vie. C'est un vrai passage difficile, qui d'ailleurs, que beaucoup vivent avec une certaine dépression, mais je dirais, quand on est aidé dans ce passage, ce qui est le but d'Audience, c'est de permettre à des personnes qui passent à la retraite et qui même sont au-delà, de réfléchir aux enjeux du vieillissement. Et donc, on m'a confié des séminaires sur l'art de vieillir. J'aime bien, puisque comme c'est une retraite qui s'occupe des artistes, l'art de vieillir, voilà. Que j'assume, continue à assumer. D'ailleurs, lundi prochain, j'ai un nouveau groupe. Et les personnes que j'ai rencontrées, là, qui ont entre 60 à 75 à peu près, sont des personnes qui ont bien compris qu'il y avait un enjeu important. Vraiment c'est le rapport avec notre thème, celui d'être vivant le plus jusqu'au bout, hein, de ne pas arrêter la vie parce qu'on a arrêté son boulot, parce que c'est rester vivant, rester dans ce que Spinoza appelle le conatus, l'intentionnalité vitale, et on travaille sur les manières de rester vivant, de rester en santé le plus longtemps possible, de préserver son autonomie, c'est la grande préoccupation. On a très peur de perdre son autonomie, de terminer dans un EHPAD. Donc j'ai rencontré là des personnes qui étaient, je l'ai dit hier, qui étaient à la fois responsables, c'est-à-dire conscientes de ce qu'il fallait faire, responsables parce que très conscientes qu'elles représentaient, je dirais, un pourcentage de la population qui risquait d'être un poids. Hein. Elles ne veulent pas être un poids, elles ne veulent pas peser sur leurs enfants. Donc, elles ont compris qu'en s'occupant d'elles, en allant vers ce qui était important pour elles, vers leurs priorités, en faisant, elles allaient être légères pour leurs enfants. Qu'il n'y a rien de pire que des personnes qui vieillissent tristement, dans la tourmente, c'est un poids important pour les enfants. Donc, ils savent ça. Et c'est pour ça qu'ils s'inscrivent à un séminaire. Réfléchissons ensemble, parce que moi, je ne fais pas cours, je ne suis pas une spécialiste, justement. Si je peux parler aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis une spécialiste, c'est parce que j'ai entendu ce que les vieux eux-mêmes disent. Et je suis juste porte-parole de ce que j'ai entendu depuis 15 ans. Donc, de gens qui réfléchissent ensemble. Ceux qui ont suivi un séminaire avec moi savent que je lance un thème et que le groupe se l'approprie. On échange, on partage, tout le monde n'a pas le même avis. Mais tout le monde a le même objectif, rester vivant le plus longtemps possible et rester autonome le plus longtemps possible. Et puis le deuxième groupe que j'ai aussi, dont j'ai l'observation, c'est le groupe des 80-100 ans, puisque à peu près à la même époque, le groupe Domitis, ce sont des résidences-services, ce n'est pas du tout des EHPAD, ce n'est pas médicalisé. Les gens sont chez eux, c'est du domicile, mais en même temps, pourquoi
est-ce qu'on quitte son chez-soi pour aller dans une résidence-service? Pour 2 raisons. La sécurité, c'est parce qu'on se sent un peu plus fragile, un peu plus vulnérable, qu'on a besoin de cette sécurité, de savoir que, voilà, si on a besoin, il y a une astreinte la nuit. Et puis, ce sont des personnes qui y vont pour la convivialité. Beaucoup de personnes seules y vont pour ne pas être isolées, justement, rencontrer d'autres gens. Et là, quand j'ai rencontré le président de Domitis, Jean-Marie Fournet, qui ne l'est plus aujourd'hui, mais il m'avait dit, écoutez, j'ai lu le premier livre que j'avais écrit, La chaleur du cœur empêche nos corps de rouiller. Il m'avait dit, écoutez, nous avons un programme bien vieillir au ministère de la Santé qui était avec les 3 préconisations, bouger, bien s'alimenter, rester en lien, mais vous allez plus loin parce que vous voyez les choses sous l'angle psychologique et spirituel au sens large. Comme le disait Martine, la spiritualité, c'est pas religieux, nous avons tous une spiritualité, parce que nous avons tous justement une réflexion sur le sens de notre vie, sur le sens de l'âge, des valeurs, donc c'est spirituel au sens large. Donc il m'avait dit, vous explorez ça, eh bien travaillons ensemble, parce que moi je construis des maisons qui sont confortables pour des personnes de plus de 80 ans, mais je voudrais offrir quelque chose pour leur âme. Alors là, j'étais très surprise. Un président d'un groupe immobilier qui me parle de l'âme, il n'en parlait pas au sens religieux, vous avez compris. L'âme, c'est l'intériorité. Pour leur intériorité, pour ce qu'ils vivent à l'intérieur, parce qu'effectivement, dans ce chemin du vieillissement, peu à peu, on va effectivement beaucoup plus investir l'intériorité, ce qui ne veut pas dire un repli sur soi, loin de là, mais d'aller à la rencontre de soi-même, de ses valeurs, pour pouvoir justement accomplir sa vie. Et donc, il m'a dit, imaginons quelque chose. Alors, je lui dis, nous avons en commun 3 choses. Nous voulons changer l'image du vieillir dans la société. Nous avons compris que si on donne la parole à des personnes très âgées sur ce qu'elles vivent, regardez le succès de Marie-Françoise Fuchs au ministère l'autre jour, où une très vieille dame clôture la journée organisée par la ministre. Mais ce qu'elle a dit, je peux vous dire après, j'ai eu beaucoup d'échos, mais c'est extraordinaire, je dirais, le témoignage d'une très vieille dame sur ce qu'elle vit d'intéressant, justement, qui n'est pas dans la plainte, dans la lamentation, mais qu'est-ce qu'elle vit d'intéressant. Donc, donnons la parole à ces personnes de 80 à 100 ans sur ce qu'elles vivent. Et là, c'est les 3 mots que j'ai dans mon livre et que je ressasse un peu, qui est ce qu'elles vivent d'heureux, parce qu'on vit des choses heureuses, d'intéressant, et de fécond. Et pourquoi est-ce que nous avons décidé de donner la parole à ces personnes? Je me souviens très bien qu'à l'époque, il y avait une émission qui était une émission de grand public, La Reine de France. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, avec Jean-Luc Delarue. Et c'était une émission avec on posait une question au public qui allait de 25 ans à 90 ans. Et la question qu'on a posée ce jour-là, c'est: faut-il avoir peur de vieillir? Réponse du public, 78% répondent oui. Et puis l'émission a lieu avec une table ronde, avec des experts, des directeurs de maisons de retraite, la ministre chargée des personnes âgées. Il y avait le philosophe que j'ai cité hier, Roger Dadoun, était là, qui a écrit Pour une vieillesse ardente. Et puis il y avait une actrice. Et cette actrice, Tila Shelton, que vous connaissez, qui a joué dans Tati Daniel, elle était là. Elle avait 86 ans. La caméra faisait des gros plans sur elle. On voyait que c'était une très vieille dame, ça se voyait, mais avec une présence incroyable. Et à un moment donné, elle s'est tournée vers le public qui était derrière elle, et je la vois encore, avec ses mains, avec conviction. Elle leur dit: mais vieillir, c'est intéressant. Alors, dans le public, on a vu que tout le monde frémissait. Et quand on a posé la question à la fin de l'émission, puisque c'était le format,
faut-il avoir peur de vieillir, de 78%, c'est descendu à 42%. Et là, je me suis dit, tiens, il a suffi qu'une vieille dame convaincue dise « c'est intéressant de vieillir » pour que l'image change, pour que la peur diminue. C'est là que quand j'ai dit à Jean-Marie Fournet « donnons la parole », faisons des groupes de parole qu'on a appelés l'aventure de vieillir, parce que j'aime bien le mot d'aventure. C'est une inconnue, bien sûr, mais il faut y aller. Et il faut y aller avec son intentionnalité vitale, justement. Et là, il m'a confié donc un parcours, l'aventure de vieillir, 8 séances à 15 jours de distance avec un groupe de personnes qui se côtoyaient, mais qui sont devenues des amis. Et c'est ça qui m'a intéressée. C'est qu'on dit, on ne se fait plus d'amis à 80 ans, les amis sont morts, c'est fini. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai quand on parle de soi, de son intimité, de ce qu'on vit. Et pas seul qu'on est. Les gens détestent que les autres vieux se plaignent et soient dans la lamentation. Mais entendre un autre vieux ou une autre vieille parler de ce qu'elle vit d'intéressant, alors à ce moment-là, on y va, on se parle ensemble de ce qui donne du sens. Et là, je vais vous dire, au bout de 8 séances, ce sont devenus des amis solidaires. Et quand il y en a un dans la résidence qui va un peu moins bien, eh bien, les autres sont là, s'en préoccupent, viennent le voir. Vous voyez à quel point le fait de parler ensemble crée de la solidarité. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. On est là dans la vie qui n'a pas d'âge. Voilà. Juste 2 petites réactions. D'une part, par rapport à la crise, on avait, je vous raconte, c'est les questions d'âge. À l'école des parents, on a créé un numéro vert national qui s'appelait Fil Santé Jeunes, à l'école des parents quand j'y étais. Et la première question des jeunes, enfin pas la première, mais une question qu'on entendait très fort, c'était à quoi ça sert la vie ? À quoi ça sert la vie? Et quand j'ai rejoint Hold Up, on est souvent, pour beaucoup d'entre nous, dans cette même question, à quoi ça sert la vie? Il y a ce même mouvement qu'on ne peut pas tellement se poser quand on est dans la phase intermédiaire, on a des enfants, on est actif, on n'a plus le temps de penser. Mais voilà, juste ça, je trouve que moi, ça m'a beaucoup intéressé. C'est vrai que Hold Up prétend donner du sens et de l'utilité à l'allongement de la vie. C'est ça notre programme. Et la deuxième chose que je voudrais, vous avez parlé de Marie-Françoise Fuchs, les gens, quand ils la voient et l'entendent, c'est qu'elle incarne complètement, elle est vieille, elle est très vieille, elle a maintenant bientôt 92 ans, et elle avance, elle parle de ce qu'elle vit de l'intérieur. Alors, donc elle parle presque souvent par métaphore où elle raconte. D'abord, elle dit toujours, quand une fenêtre, vous la connaissez, on le raconte, mais elle le vit. Quand quelque chose se ferme, on a un handicap supplémentaire, on a une perte, etc., une fenêtre s'ouvre. Et elle le raconte. Et par exemple, on a un vieux monsieur qui nous a dit, avant je courais tous les jours parce que c'était important pour la santé. Maintenant, je cours beaucoup plus lentement, mais je découvre les fleurs, les papillons, et je me suis même fait un copain sur un banc parce qu'on se reposait tous les deux. Donc, c'est cette image. Et une autre image qu'elle nous a donnée, mais elle en donne tout le temps. Au début, elle dit, quand j'étais bien en forme, moi, ce que j'aimais, c'est la maîtrise de ma vie, c'est conduire la voiture. Deuxième étape, ça va, je tiens plus tellement à conduire, mais j'aime bien être assise à côté, quand même être copilote, et puis s'assurer que tout va bien. Et maintenant, à mon âge, j'aime mieux être à l'arrière, je suis tranquille, je fais un petit somme quand j'ai envie. Bon, donc c'est dire, je trouve que c'est des messages qu'elle nous livre tout le temps, hein, et qui sont extrêmement précieux, qui disent que, d'accord, on perd, mais on gagne. Et on gagne en particulier aussi, on a parlé de la spiritualité, mais le plaisir, pour beaucoup d'entre vous, j'imagine, la beauté. Regardez un ciel, regardez des petits-enfants qui jouent. Peu importe, voilà, on gagne. C'est tout. Très bien. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, peut-être que ce serait bien, oui, de laisser la parole à la salle. Donc, faire passer le micro. Qui souhaite prendre la parole? Oui. Regarde. À la question « la vie a-t-elle un âge ?» moi je répondrais oui. J'ai vécu plus de 28 200 jours. Le soleil s'est levé 28 200 fois depuis le jour de ma naissance. Donc ça fait du temps.
Donc c'est quand même de l'âge. Et à ce niveau-là, moi, quand j'avais 60 ans et que je m'interrogeais sur mon avenir, je me suis dit, je racontais l'autre jour que je me suis dit, est-ce que je suis en retrait de la vie? Et j'ai découvert qu'il fallait que je retraite ma vie, mais pas comme on retraite les déchets. Le retraite pour la regarder autrement. Parce que le mot retraite vient du mot retrait, on pense à la retraite de Napoléon, c'est pas très gai. Mais si on retraite notre vie, on la revit autrement. À ce sujet-là, je voudrais dire aussi ce qui m'a beaucoup fait cheminer après 60 ans. J'étais un admirateur de Jung, le philosophe, pas le philosophe, le psychanalyste, Carl Gustav Jung. Il parle de l'individuation. Il dit qu'à la crise du milieu de vie, autour de 50-60 ans, on vit une crise et après on va rechercher notre ombre de la jeunesse, tout ce qu'on a rejeté quand on était jeune pour plaire à nos parents, pour plaire à notre environnement, on s'en débarrasse à 20 ans pour pouvoir exister aux yeux des autres. À 60 ans, on n'a plus envie d'exister aux yeux des autres, on a envie d'exister pour nous-mêmes, être nous-mêmes. Et à ce moment-là, le regard des autres perd de l'importance, donc on s'en fout d'avoir des rides, si on a fait ce chemin vers l'individuation. Rien à foutre d'avoir des rides, rien à foutre d'avoir les cheveux blancs. Et on existe pour soi-même. Et donc, si on a fait ce chemin-là, la vieillesse est un bonheur, un grand bonheur. Et moi, je ressens depuis 17 ans que je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Je le fais partager, Antonin, une chronique radio depuis 3 ans. Et je trouve que c'est vraiment... Parce que jamais, jamais dans notre vie, on a eu autant de temps libre. Jamais, jamais, jamais... Imaginez, les autres, vous, ceux qui travaillez, vous nous payez tous les mois pour qu'on puisse penser. C'est cadeau, non ? C'est un vrai cadeau que l'on a. Et donc, moi, je remercie les jeunes générations de payer leurs cotisations sociales qui me permettent de vivre. Parce que n'oublions pas que c'est les cotisations 2023 qui permettent de nous donner l'argent 2023. C'est pas ce que moi, j'ai cotisé il y a 20 ans. Donc, moi, je dis merci aux jeunes générations. Merci à la vie. Merci à la vie de vivre ce que j'ai à vivre. Et je suis très, très heureux d'être vieux. Voilà. Merci. Juste pour revenir sur les amitiés tardives, effectivement, c'est une constatation, enfin, vraiment. Mais avec quelque chose, moi, il y a des tas d'amis d'il y a 40 ans ou 50 ans que je ne vois plus, même s'ils sont encore vivants ou elles sont encore vivantes. Et quelque part, c'est une petite... comme une culpabilité. Parce que, voilà, à chaque fois qu'on prend contact, on se dit, on va se voir. Et puis les années passent et on ne se voit plus. Et puis, on se refait des amitiés au fur et à mesure de nos activités de vieux, effectivement. Et ça, c'est extraordinaire. Et les nouvelles amitiés sont aussi fortes parce qu'on partage les mêmes valeurs. Enfin, c'est assez merveilleux. Je suis complètement d'accord avec vous. Là où j'avais un doute, c'était sur le 78% qui se transformait en 48%. Parce que, est-ce que c'est pas un peu l'effet plateau? Est-ce que ces gens ne suivent pas la dernière idée qui a été émise? Je sais pas, j'ai un petit doute. Oui. Oui, juste 2 choses. La première rapide, c'est que j'ai découvert avec la vieillesse l'importance de l'aspect extérieur et où je me suis sentie solidaire dans l'exclusion de tous les gens qui étaient exclus par rapport à leur aspect extérieur, leur couleur de peau, etc. Ça, c'est juste une découverte. Autre chose, quand je suis venue dans cet atelier, la vie a-t-elle un âge ? L'âge a un rapport avec le temps. On a parlé du temps chronologique, mais il y a ce temps vécu, le temps court, le temps rapide et le temps long. Le temps long et le temps lent. Et dans ce temps lent, il y a toutes les graines qui ont été emmagasinées, en particulier dans le temps rapide de la jeunesse. En particulier, oui, ces graines dont je n'ai rien fait et dont je me suis mise à faire quelque chose à partir du moment où j'ai pu être vieille. Je voulais juste réagir au terme que vous avez employé de retraite. Effectivement, c'est un mot très très ambivalent. Si on le prend au sens propre, on se retire
on se retire, ce qui est exactement le contraire d'une nouvelle crise du développement libidinal. Alors je sais bien que c'est un mot officiel, et puis qu'il y a des côtés positifs, mais c'est un mot, il faudrait combattre l'équivalence, la métaphore retraite-vieillesse. C'est vraiment bon. Et le deuxième point, c'était ce que vous avez dit sur ces groupes de 80-100 ans. Moi, j'ai deux patientes qui sont dans cette tranche d'âge, et je les compare souvent à la bibliothèque d'Alexandrie. Je pense qu'il ne faut pas les laisser brûler, parce que ce sont des gens qui ont des choses à dire, des choses à nous apprendre. Moi, je suis étonné de ce que disent ces patientes auxquelles je n'aurais pas pensé. Enfin, donc, il y a quelque chose de spécifiquement féminin, d'abord parce qu'il y a plus de femmes dans cette tranche d'âge, mais je pense qu'il faut faire écouter les femmes très âgées, qui ont des choses vraiment passionnantes à dire. Voilà. Peut-être, oui. Oui, s'il vous plaît. Juste à propos de la retraite, vous connaissez tous, enfin j'imagine que vous connaissez tous en espagnol la jubilación. Oui, c'est quand même la jubilación, la jubilation. C'est comme ça qu'ils appellent la retraite. Oui. Nous pourrions dire, plutôt que de prendre la retraite, je prends ma jubilation. Oui, j'aurais voulu, s'il vous plaît, en 2 secondes, revenir sur la métaphore de Marie-Françoise Fuchs, qui dit d'abord on conduit, ensuite on est passager, à la fin on se met à l'arrière. Mais alors à ce moment-là, qui conduit? C'était ma question. Si on est à l'arrière, et voilà. Bon, et puis, oui, voilà, l'intergénérationnel. Et puis, deuxième question, c'est un texte de Giono qui parle à la fois du temps long et puis du temps rond. Et à ce moment-là, moi, j'ai l'image d'une vie qui avance en spirale. C'est-à-dire que plus on peut repartir en arrière, plus on peut se projeter vers l'avant. Et moi, j'ai souvent l'impression qu'on fait quand même de plus en plus de retours en arrière. Et plus on va loin vers l'arrière, dans la remémoration de notre vie, de nos souvenirs, plus ça nous propulse fortement devant. Voilà. Oui, mais puisque le micro, mais ça va être très bref, me passe devant la bouche, parmi les gens qui n'aiment pas les vieux, vous savez qu'il y a des vieux qui n'aiment pas les vieux, et j'ai eu affaire plusieurs fois. Oui, voilà, c'était juste une réflexion que je voulais faire. Oui, il y a celui-là. Je vais rester là. Alors moi, à propos de vie, j'ai envie de parler de mort. J'ai 80 ans et effectivement, si je suis venue à ce congrès, c'était pas pour rien parce que ça m'intéresse d'être en vie. La notion de bricolage me plaît beaucoup aussi, sa vie. Mais il y a peu de temps, par le biais de fréquentation de gens, quelqu'un a éveillé quelque chose de très fort en moi en parlant de sens à donner à la mort. Et ça m'a été extrêmement vivifiant. Et effectivement, c'est peut-être aussi là vraiment une question d'âge, mais en même temps, je pense que c'est une question qu'on élude trop souvent. Et beaucoup de vieux disent qu'ils sont très bien dans leur vie, mais en fait, c'est des mécanismes de défense contre la peur de vieillesse qui est intolérable, que je trouve insupportable. Et là, je pense que les personnes qui m'en ont parlé, c'est dans un groupe de réflexion, m'ont vraiment libéré de quelque chose et qui était complètement, vous voyez, qui était enfin, pour moi, si on voulait bien vieillir et tout, il fallait pas, on pensait pas à la mort. Et là, je crois que ça a débloqué beaucoup de choses, et en particulier, ça s'est fait un peu en concurrence. On a fêté nos 50 ans de mariage, etc. Et à ce moment, mon mari a écrit quelque chose, et j'ai dit tout de suite, je vais faire quelque chose écrire quelque chose pour mes enfants. Qu'est-ce que j'ai à leur transmettre de mes parents? Parce qu'il me semble qu'on est vraiment à un âge où il y a des énormes
fossé entre les générations, de l'expérience, avec toute l'intelligence artificielle, tout ce qui se passe maintenant. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'ai voulu mêler mes frères et sœurs pour qu'ils participent, aider ma mémoire, et peu à peu, je me suis rendu compte que je me suis recréé ma vie à travers cette démarche que je faisais. Et c'est moi qui redécouvrais les relations avec mes frères et sœurs, mais aussi ma propre vie, et qui étaient mes parents. Et il y a tout un travail que j'ai fait avec mon père, qui est mort depuis 20 ans, mais mon père que j'ai vu autrement, mais extraordinaire. Et donc, et à partir de ce moment-là, et vous voyez, toutes les choses se mettent en même temps. Quand on est vivant, en fait, tout se passe en même temps. Enfin, ou les choses qui doivent arriver. Ce qui fait que on a recréé, donc on recrée cette chose-là, et je me rends compte que ça donne pleinement sens à la perspective de ma mort. Et ça, je trouve que c'est d'une jouissance extraordinaire. Voilà. Alors, je ne suis peut-être pas dans le sujet. Monsieur. Alors, moi, je suis venu à toutes les choses de ces 3 jours, là, et j'ai vécu ça un petit peu, vous savez, comme les exercices de Saint Ignace de Loyola, qu'on s'impose une fois par an lorsque on est catholique comme moi. Et ça m'a fait beaucoup de bien, parce qu'en réalité, j'ai écouté à peu près tout ce qui se disait, et ce que je retiens surtout, c'est l'élégance des propos et des échanges entre les gens, c'est-à-dire cette espèce de bienveillance qu'il y a eu entre nous et qui a été très agréable. J'ai rencontré là des gens tout à fait drôles parfois, quelquefois sous la réserve, et puis finalement, j'avais presque envie de les revoir le lendemain. Je vais maintenant partir dans ma Bretagne parce que c'est là que je vis. Et pour terminer, je voudrais lire ce petit poème de Ronsard, c'est 4 ou 5 lignes. Ce qui fut se refait. Tout coule comme une eau, et rien dessous le ciel ne se voit de nouveau. Mais la forme se change en une autre nouvelle. Et ce changement-là, vivre au monde, s'appelle. Et mourir quand la forme en une autre s'en va. Oui, alors oui, effectivement, conclure sur Ronsard, c'est... Moi, j'avais en tête, mais c'est pas du tout la même chose, mais je sais pas si vous la connaissez, cette chanson de Brel qui dit mourir, la belle affaire, mais vieillir ou vieillir. Mais après, les paroles peuvent parfois être amusantes. Je voudrais juste dire que mon moteur de vie, moi, c'est toujours d'avoir été soldate et rebelle. Et vis-à-vis de la vie et du grand âge, c'est pas mal d'avoir ça en tête.